Dans les archives d'une étude notariale parisienne, enveloppée dans une chemise cartonnée que personne n'avait osé rouvrir depuis plus de 30 ans, dormaient des documents qui allaient tout changer. Ces feuillets jaunis par le temps, couverts d'une écriture serrée et de chiffres soigneusement alignés, racontaient une histoire que l'entourage du plus grand chanteur français avait tout fait pour effacer. Sur la première page, une date, le mois précédant exactement la disparition d'Yves Montand. En bas de page, une signature que son détenteur avait refusé de commenter pendant 3 décennies entières, répondant à chaque journaliste par le même silence pesant, le même regard fuyant, les mains croisées sur ses genoux, comme s'il retenait un secret capable de tout dévaster. Ce notaire, aujourd'hui âgé et portant sur les épaules le poids de ce qu'il sait, a finalement accepté de parler. Et ce qu'il révèle dépasse tout ce que les fans du grand Montand auraient pu imaginer dans leur pire cauchemar. 150 millions de francs, une fortune colossale bâtie en 50 ans de scène, de sueur et de génie, réduit à 40 millions dans les semaines suivant sa disparition. Où est passé l'argent? Et surtout, qui savait? Imaginez un homme debout sous les feux de la rampe, le public debout lui aussi, des milliers de mains qui frappent l'une contre l'autre dans un tonnerre d'ovations. C'est Yves Montand, né Yves Olivi à Montsumano-Terme en Toscane, un matin de l'an 1921, dans une famille d'ouvriers qui rêvaient de air pur et de dignité. Ce petit garçon devenu géant de la chanson française incarne quelque chose d'unique dans l'histoire de la culture populaire du XXe siècle. Il est à la fois la voix du peuple et l'ami des puissants, l'amant des stars d'Hollywood et le fils du prolétariat marseillais. Mais derrière ce mythe soigneusement entretenu se cachait une réalité bien plus trouble, une mécanique financière obscure que ceux qui gravitaient dans son ombre ont orchestrée dans le plus grand secret. Il faut revenir au commencement pour comprendre comment un homme aussi charismatique, aussi lucide sur les hommes et sur lui-même, a pu laisser sa fortune lui échapper comme du sable entre les doigts. Yves Montand n'était pas naïf. Il avait survécu à la misère, à l'exil, à la guerre, au coup bas du showbiz parisien des années 40. Il avait appris à se méfier des flatteurs, à sentir la trahison avant qu'elle ne frappe. Et pourtant, dans les dernières années de sa vie, quelque chose s'était brisé dans son armure. Quelque chose, ou quelqu'un, avait réussi à pénétrer là où personne n'avait accès. Le chiffre lui-même donne le vertige. 150 millions de francs. Pour donner une idée de ce que cela représentait à l'époque, il faut savoir qu'avec cette somme, on pouvait acheter plusieurs immeubles entiers dans le 16e arrondissement de Paris. On pouvait financer des années de tournées internationales ou assurer confortablement l'avenir de plusieurs générations. C'était le résultat de 50 ans d'une carrière sans équivalent, les albums vendus par dizaines de millions, les tournées mondiales, les films avec les plus grands réalisateurs américains et européens, les droits d'auteur accumulés, les investissements immobiliers, une vie entière de travail acharné, cristallisée en une fortune que tout le monde croyait sécurisée, protégée, destinée à ses proches. Mais quand le voile s'est levé, il ne restait que 40 millions. 110 millions de francs s'étaient volatilisés, et la question que personne n'avait osé poser à voix haute pendant 32 ans était simple et terrifiante à la fois. Qui avait appuyé sur le bouton? Et si la réponse se trouvait dans une enveloppe que le notaire avait gardée dans son coffre, marquée d'une simple mot griffonné au stylo rouge. Confidentiel. Pour comprendre l'ampleur du mystère, il faut remonter à l'enfance de celui qu'on appellera toujours le Grand Montand, parce que c'est là, dans les ruelles poussiéreuses de Marseille et dans les appartements exigus du quartier de la Cabucelle, que se forge la psychologie d'un homme qui croit dur comme fer à la loyauté et à la fraternité, et qui paiera cette croyance du prix le plus élevé qui soit. Giovanni Livi, le père d'Yves, avait fui le fascisme de Mussolini avec sa femme et ses enfants dans les valises. La famille avait traversé les Alpes avec rien. Pas d'argent, pas de relations, pas de langue. Juste la conviction que la France était une terre de liberté et que le travail honnête porterait ses fruits tôt ou tard. Ce sont ces valeurs-là, le travail, la solidarité, la méfiance des puissants, que le petit Ivo avait absorbé avec le lait maternel. Et c'est précisément cette loyauté aveugle, cette foi absolue dans ceux qui l'aimaient, que ses ennemis allaient transformer en piège mortel. Il avait vu son père encaisser les humiliations des patrons marseillais sans jamais plier.
Il avait vu sa mère faire des miracles avec presque rien pour nourrir les enfants. Et il s'était juré, silencieusement, qu'un jour, il offrirait à sa famille une sécurité qu'on ne pourrait jamais lui enlever. L'ironie cruelle de sa vie, c'est que cette promesse, cette obsession secrète de la sécurité financière pour ceux qui l'aimaient, sera précisément ce que ses ennemis utiliseront contre lui. Parce que pour protéger les siens, Montand avait besoin de faire confiance. Et faire confiance, dans le monde impitoyable des grandes fortunes, c'est parfois signer son propre arrêt de mort. À Marseille, dans les années 30, le jeune Ivo Livy traîne ses semelles sur les cours et dans les cinémas de quartier, où il dévore les films américains. Il est fasciné par les gestes, par la façon dont les acteurs habitent l'espace, par la puissance d'une voix qui sait moduler ses nuances. Il n'a pas encore 15 ans quand il commence à se produire dans des petites salles locales, imitant les chanteurs qu'il admire, cherchant son propre style. Et déjà, à cet âge tendre, apparaît chez lui quelque chose que ses proches décriront des décennies plus tard avec une sorte de frayeur rétrospective, une générosité absolue, presque aveugle, envers ceux qui s'occupaient de lui. Il donnait tout ce qu'il avait, son argent, son temps, sa confiance. Et il ne vérifiait jamais les comptes. C'est à Paris, dans la France libérée de l'après-guerre, que la trajectoire d'Ivo Livy va basculer dans la légende. Et c'est là aussi que vont apparaître un par un les personnages qui joueront les rôles les plus décisifs et les plus ambigus dans le grand roman de sa vie. Mais avant de parler de ces gens-là, il faut s'arrêter un instant sur un fait que peu de biographes ont eu le courage d'examiner en face. Dans les années qui suivent la guerre, alors que Montand monte en puissance sur les scènes parisiennes, autour de lui se constitue discrètement un cercle d'hommes de l'ombre, des gestionnaires, des conseillers, des intermédiaires, qui vont prendre en charge sa fortune naissante avec un zèle remarquable. Trop remarquable, peut-être. Car parmi eux se trouve, selon les révélations que nous avons obtenues, au moins un individu dont le rôle véritable ne sera compris que des décennies plus tard, quand il sera trop tard pour agir. Qui était cet homme ? Et comment avait-il réussi à s'installer si profondément dans la confiance de Montand que même ses proches les plus intimes n'osaient pas mettre en doute sa parole ? Voici maintenant ce que le notaire a accepté de dire et ce qu'il a refusé de dire, ce qui en dit presque autant que ses aveux. Il faut préciser, pour ceux qui ne connaîtraient pas le détail des événements, qu'Yves Montand disparaît en novembre de l'an 1991, lors du tournage d'un film dans la région de Senlis. Sa mort, officiellement attribuée à un arrêt cardiaque, laisse derrière elle un vide immense dans la culture française, et une succession qui va rapidement se transformer en champ de bataille. Mais ce que le grand public ne sait pas, ce que les journaux de l'époque ont à peine effleuré, c'est qu'environ un mois avant cet arrêt cardiaque, une série de transactions financières d'une ampleur stupéfiante aurait été effectuée, selon ce que le notaire affirme aujourd'hui sur les comptes du chanteur. Des mouvements de fonds vers des destinations que le notaire qualifie aujourd'hui, avec un soin extraordinaire dans le choix de ses mots, de structures situées hors du territoire fiscal français, des comptes offshore, pour être précis, dans des pays où la discrétion bancaire était alors absolue et où aucune autorité française n'aurait pu venir frapper à la porte. La question qui se pose immédiatement est vertigineuse dans sa brutalité. Montand était-il au courant de ces transferts ? Les avait-il ordonnés lui-même ? Ou bien quelqu'un avait-il agi à sa place, utilisant sa signature ou son autorisation dans les dernières semaines d'une vie qui touchait peut-être à sa fin de manière moins accidentelle qu'on ne l'a toujours prétendu? Le notaire répond à cette question avec une prudence qui, en elle-même, constitue une réponse. Il dit, et ces mots méritent d'être pesés lentement, un par un, il dit que Montand se trouvait, dans les semaines précédant sa disparition, dans un état de fatigue et de tension psychologique qui rendait difficile l'appréciation lucide des actes aussi complexes que des transferts internationaux de fonds. Il dit que des documents portant sa signature ont circulé à cette époque. Il dit qu'il ne peut pas affirmer avec certitude, même aujourd'hui, que chacune de ces signatures avait été apposée en pleine conscience et en pleine compréhension de ce qu'elle impliquait. Ce que cela signifie, ce que chacun d'entre vous qui m'écoutez comprend parfaitement, c'est ce que le grand Montand, dans les dernières semaines de sa vie, aurait pu signer des documents qu'il ne comprenait pas pleinement, ou pire encore, des documents qu'on lui avait présentés d'une certaine façon, en lui dissimulant leur véritable portée.
La lumière des projecteurs s'est éteinte depuis longtemps sur la scène de Bobino et sur celle du théâtre de l'Étoile. Mais certaines lumières, celles qu'on a voulu garder dans l'obscurité, finissent toujours par percer, même après 32 ans de silence. Et cette lumière-là, froide et impitoyable, éclaire des visages que l'histoire officielle avait préféré laisser dans l'ombre, mais qui, dans l'entourage immédiat de Montand, avaient à la fois l'accès, les connaissances juridiques et la motivation nécessaire pour orchestrer une telle mécanique. Et surtout, pourquoi avoir attendu les toutes dernières semaines de sa vie pour agir? Pour répondre à ces questions, il faut entrer dans la vie privée d'Yves Montand avec une franchise que la bienséance nous a longtemps interdite. Et c'est là que surgit pour la première fois dans ce récit un personnage dont le nom était jusqu'à présent prononcé avec révérence dans les cercles proches du chanteur, mais qui vient tout juste, 32 ans après les faits, d'accepter de s'exprimer publiquement pour la première fois. Cette personne, un ancien proche du cercle financier de Montand, dont nous préservons l'anonymat pour des raisons de sécurité, a été pendant des années l'une des figures les plus influentes dans la gestion des affaires personnelles et artistiques du chanteur. Présente dans les coulisses, discrète en apparence, elle avait progressivement tissé autour du chanteur un réseau de dépendance qui ressemblait de loin à de la protection et qui, vu de près, ressemblait davantage à quelque chose de bien plus sombre. Voici ce que cette personne a déclaré dans un entretien que nous avons obtenu après plusieurs mois de négociations délicates. Elle dit qu'elle savait. Elle dit qu'elle n'a pas parlé parce qu'elle avait peur. Peur de ceux qui avaient monté le dispositif. Peur pour sa propre sécurité. Peur des conséquences juridiques que sa parole aurait pu entraîner. Elle dit que pendant 32 ans, elle a vécu avec ce secret, comme avec une pierre au fond de la gorge. Impossible à avaler, impossible à cracher. Mais voilà ce qui rend son témoignage proprement explosif. Elle ne dit pas seulement qu'elle savait, elle dit qu'elle peut nommer les personnes impliquées. Elle dit qu'elle dispose de preuves, des copies de documents, des relevés de comptes, des correspondances que personne n'était censé conserver, mais qu'elle a soigneusement gardées pendant 3 décennies dans un endroit que nul ne pouvait trouver sans sa coopération. Pendant toutes ces années, où les fans allumaient des bougies sur la tombe de Montand au Père-Lachaise. Pendant toutes ces années, où les journaux publiaient des hommages et des rétrospectives sur l'œuvre du géant. Quelqu'un vivait avec la vérité sur ce qui s'était passé dans les semaines précédant sa disparition. Et cette vérité, enfouie dans des coffres et dans des mémoires traumatisées, commence enfin à remonter à la surface. La question qui se pose alors, et à laquelle nous allons répondre dans les prochaines minutes, est peut-être la plus troublante de toutes. Si quelqu'un savait, et que d'autres savaient aussi, combien étaient-ils, autour de Montand, à regarder la machine se mettre en branle sans dire un mot? Combien de ceux qui pleuraient le plus fort à ses funérailles portaient-ils en eux la conscience coupable d'un silence qui avait coûté à ses enfants une fortune entière? Et surtout, quand cette personne, qui parle aujourd'hui pour la première fois, révèle le nom du principal architecte de ce transfert colossal, ce nom va-t-il résonner de façon familière dans vos oreilles? Parce que selon ce que nous avons pu établir après des mois d'enquête, ce nom est celui de quelqu'un que Montand appelait son ami, son confident, l'une des rares personnes à qui il faisait confiance sans réserve. Un ami qui souriait, qui consolait, qui conseillait et qui, dans l'ombre, avait les mains plongées jusqu'au coude dans les finances du plus grand chanteur de la France d'après-guerre. Avant de vous révéler ce nom, avant d'ouvrir cette boîte de Pandore que 32 ans de silence ont gardé fermée, il faut revenir sur un épisode précis de la vie de Montand. Un épisode que ses biographes officiels ont toujours traité comme une anecdote, comme un détail pittoresque de la vie d'un artiste fantasque, mais qui, à la lumière de ce que nous savons aujourd'hui, ressemble davantage à un signal d'alarme que personne n'a voulu entendre. Cet épisode remonte aux années 80. Montand est alors au sommet de sa gloire. Son visage est connu sur tous les continents. Ses albums se vendent dans des quantités que les maisons de disques de l'époque n'auraient pas osé espérer. Et pourtant, les gens les plus proches de lui remarquent quelque chose d'inhabituel, quelque chose qui ne colle pas avec l'image du patriarche serein et accompli que les magazines s'arrachent. Montand, dans ces années-là, parle de plus en plus souvent d'argent, pas avec la légèreté d'un homme riche qui n'a pas à s'en soucier, mais avec une anxiété sourde, presque obsessionnelle, celle d'un homme qui a senti quelque chose de dangereux dans l'air
et ne sait pas encore d'où vient le vent. Est-ce qu'il avait compris, dans ce recoin de son intelligence aiguisée par 50 ans d'expérience humaine, que quelque chose se tramait autour de lui? Est-ce que, derrière son sourire légendaire et son maintien de grand seigneur, il portait une inquiétude qui allait s'avérer prophétique? Nous avons retrouvé, grâce aux sources que nous ne pouvons pas toutes nommer pour des raisons de confidentialité, une lettre manuscrite qu'Yves Montand aurait rédigée environ 2 ans avant sa disparition. Dans cette lettre, adressée à un proche qui a préféré garder l'anonymat, il exprime avec une franchise désarmante ses craintes concernant sa succession. Il dit, et ces mots sont ceux d'un homme qui presse quelque chose sans pouvoir encore le formuler clairement, il dit qu'il a l'impression que certaines personnes autour de lui s'intéressent à son argent davantage qu'à lui-même. Il dit qu'il n'arrive pas à identifier lesquelles. Il dit qu'il a peur de faire fausse route s'il exprime ses doutes trop clairement, parce que ceux dont il se méfie sont précisément ceux sur lesquels il s'appuie au quotidien. Un homme piégé dans sa propre confiance. C'est ainsi qu'on pourrait résumer ce que ces lignes révèlent. Un homme qui voyait le danger, sans pouvoir nommer le prédateur. Et autour de lui, des gens qui savaient exactement ce qu'ils faisaient et qui comptaient précisément sur ce mélange de lucidité et d'impuissance pour mener à bien leur plan. Mais voilà ce que nous ignorions jusqu'à ce que le notaire accepte de parler. Voilà le détail qui change tout. Le grain de sable qui fait s'effondrer l'édifice du mensonge construit pendant 32 ans. Parmi les documents que cette étude notariale conserve dans ses archives, il en est un qui porte 2 signatures, celle d'Yves Montand et celle d'une autre personne, dont l'identité n'a jamais été rendue publique. Une personne dont la présence sur ce document pourrait constituer, à en croire les experts juridiques que nous avons consultés, une anomalie grave. Une irrégularité qui aurait dû, selon eux, déclencher une enquête immédiate. Pourquoi cette enquête n'a-t-elle jamais eu lieu? Qui a décidé qu'il valait mieux ranger ces documents dans une chemise cartonnée et ne plus y toucher? Et la personne dont la signature figure sur ce document, est-elle encore vivante aujourd'hui? Est-ce qu'elle dort bien la nuit? Ce sont ces questions que vous méritez d'entendre poser. Et ce sont ces questions auxquelles nous allons continuer de répondre. Parce que la vérité sur la fortune disparue d'Yves Montand n'est pas seulement une histoire d'argent. C'est l'histoire d'une trahison au cœur même de ce qu'un homme avait de plus précieux. Sa confiance aveugle envers ceux qui l'appelaient ses amis. Et cette trahison-là, aussi soigneusement dissimulée qu'elle ait été pendant 3 décennies, commence à peine à livrer ses secrets les plus dévastateurs. Ce nom, celui que le notaire n'a pas encore prononcé à voix haute, flotte depuis des semaines dans les conversations que nous avons menées avec les témoins de cette époque. Mais avant de le dire, il faut comprendre ce qu'il y avait derrière la façade dorée de la vie de Montand. Il faut entrer dans les coulisses que les caméras n'ont jamais filmées. Il y avait, dans la succession d'Yves Montand, un chiffre que les héritiers n'ont jamais réussi à expliquer. 150 millions de francs à l'entrée, 40 millions à la sortie. 110 millions évaporés entre la mort d'un homme et l'ouverture officielle de son testament. Pas volés dans la nuit comme dans un roman policier, pas dilapidés dans des excès de viveur, disparus par voie légale, sur du papier timbré, dans des structures dont les adresses étaient situées à des milliers de kilomètres des tribunaux français. Des structures au nom anodin, créées dans des pays où personne ne pose de questions, où les guichets s'ouvrent sur présentation d'une signature et se referment pour toujours sur le reste du monde. Pour donner une idée de ce que représentait cette différence à l'époque, voici ce qu'il faut savoir. Avec 110 millions de francs, une famille ordinaire de 1991 pouvait vivre pendant plusieurs siècles, sans jamais travailler un seul jour. C'était la valeur de dizaines d'appartements parisiens, de propriétés en Provence, de placements qui auraient assuré l'avenir de 3 générations d'enfants et de petits-enfants. Et cet argent du labeur d'un homme qui avait chanté pendant 50 ans pour construire cette sécurité, avait glissé ailleurs, silencieusement, avant même que le sol du cimetière du Père-Lachaise ne soit retourné sur son cercueil. Mais voici la question que personne dans les médias de l'époque n'a osé poser avec une franchise suffisante. Qui avait techniquement la capacité d'exécuter de tels transferts? Et qui était suffisamment proche de Montand
pour que sa signature ne soulève aucune méfiance de la part des banques. Il existe, dans le 17e arrondissement de Paris, un immeuble haussmannien dont les volets sont restés fermés pendant plusieurs années après la disparition d'Yves Montand. Les voisins de l'époque, que nous avons retrouvés et interrogés avec patience, décrivent cet immeuble avec une sorte de malaise diffus. Pas celui de la mort, mais celui du secret. Un malaise fait de petits détails qui ne collaient pas, de présence nocturne dans un appartement dont personne ne semblait connaître officiellement l'occupant, de silhouettes qui entraient et sortaient sans que leurs visages correspondent jamais à ceux que les concierges avaient l'habitude de croiser dans les couloirs du bâtiment. Cet appartement, dont l'existence n'a jamais été mentionnée dans aucune biographie officielle du chanteur, ni dans aucun des nombreux documentaires qui lui ont été consacrés, était enregistré au nom d'une société civile immobilière dont les statuts, rédigés avec le soin et l'opacité caractéristiques des montages de cette époque, dissimulaient l'identité du bénéficiaire réel derrière plusieurs couches d'intermédiaires juridiques. Ce n'est pas Montand qui en était le propriétaire apparent. Et pourtant, selon les témoignages que nous avons recueillis, c'est bien lui qui en avait la clé. Un proche qui a préféré ne pas être nommé nous a décrit, avec une précision qui trahit la profondeur de son embarras, ce qu'il avait vu en se rendant une fois à cette adresse sur demande expresse du chanteur pour y déposer une enveloppe. Il décrit un appartement qui ne ressemblait à rien de ce qu'on associe spontanément à Montand. Pas de photos de scène, pas de disques d'or, pas de ces souvenirs de carrière dont les artistes aiment entourer leur vie privée. Juste des meubles fonctionnels, des étagères couvertes de classeurs et de dossiers, et une atmosphère de bureau discret qui contrastait violemment avec l'image publique d'un homme de scène, d'un chanteur de la vie et des émotions simples. Ce lieu, selon ce que nos sources nous ont permis de d'établir, aurait servi à quelque chose de très précis. C'était l'endroit où les décisions financières qui ne devaient pas laisser de traces dans les bureaux officiels étaient préparées et examinées. Un espace de travail parallèle, invisible, situé à l'écart de l'étude notariale, de la comptabilité officielle, des regards des proches et des associés légitimes. Et dans cet appartement, selon notre source, il y avait régulièrement un personnage que Montand recevait seul. Quelqu'un dont le nom sera révélé dans quelques instants, et dont la relation avec le chanteur était à la fois plus intime et plus dangereuse que quiconque ne l'avait compris à l'époque. Mais voici ce qui rend ce détail proprement glaçant. Cet appartement a été vidé en moins de 48 heures après la disparition de Montand. Les classeurs, les dossiers, les enveloppes. Tout a disparu avant même que les scellés n'aient pu être posés par les autorités compétentes. Qui avait eu vent de la situation suffisamment tôt pour agir avec une telle rapidité? Et qui avait intérêt à ce que le contenu de ces étagères ne tombe jamais entre les mains d'un juge ou d'un notaire mandaté par les héritiers? Quelle vérité dormait dans ces classeurs que quelqu'un a jugé urgent de faire disparaître avant que l'encre des actes officiels ne soit sèche? Le personnage que nous allons maintenant évoquer ne porte pas dans cette histoire le visage du méchant de comédie. Il ne porte ni cape noire ni regard torve. C'est précisément pour cela qu'il était si efficace. Il incarnait, aux yeux de Montand et de son entourage, la figure rassurante du conseiller loyal. Un homme de dossier, un homme de chiffres, quelqu'un dont la discrétion était perçue comme une qualité professionnelle plutôt que comme un signe d'alerte. Il avait su tisser autour du chanteur une toile de petits services rendus, de conseils avisés, de présence discrète dans les moments difficiles. Cette toile que les araignées patientes construisent lentement, sans jamais se presser, parce qu'elles savent que le temps travaille pour elles. Selon les révélations du notaire, dont nous citerons ici les propos avec toute la prudence qu'impose une affaire aussi complexe, cet homme aurait progressivement obtenu, au cours des années 80, un accès de plus en plus large aux affaires financières de Montand. Non pas en forçant les portes, mais en se rendant indispensable, en étant là quand personne d'autre ne l'était, en comprenant les documents que Montand, grand artiste, mais homme peu à l'aise avec les subtilités juridiques et fiscales, ne comprenait pas toujours pleinement. Et c'est cette asymétrie de compréhension, ce fossé entre ce que l'un savait et ce que l'autre croyait savoir, qui constitue, selon les experts juridiques que nous avons consultés, le cœur même du mécanisme qui a permis la disparition des 110 millions.
pas la violence, pas la fraude grossière, quelque chose de plus raffiné et de plus difficile à démontrer. Une exploitation progressive de la confiance des noms qui s'étaient laissés convaincre au fil des années qu'ils pouvaient déléguer sans vérifier. Dans les milieux du grand patrimoine parisien des années 80, ceux qui fréquentaient les dîners où l'on parlait à voix basse de fortune et de structure fiscale, ce nom circulait avec une discrétion significative. On le décrivait, selon les témoignages que nous avons recueillis, comme quelqu'un qui avait le don de mettre les gens en confiance, un don naturel, presque physique, cette façon de pencher légèrement la tête quand on parle à quelqu'un, de sembler ne penser qu'à vous, de mémoriser les détails personnels que vous lui confiez et de les resservir au moment précis où il crée le plus grand effet de proximité. Ce sont ces petites techniques, imperceptibles prises séparément, qui construisent avec le temps la dépendance que d'autres appellent affection et que les juristes spécialisés en abus de confiance reconnaissent immédiatement pour ce qu'elles sont. Mais voici le détail qui change tout dans le tableau que nous venons de brosser. Cet homme, dont le rôle dans la disparition des 110 millions est au cœur des révélations du notaire, était connu dans les cercles proches de Montand pour une habitude qui avait été remarquée sans jamais être comprise dans toutes ses implications. Il collectionnait les procurations, pas de façon ostensible ou visible, discrètement, au fil des ans, obtenant ici une délégation de signature, là une autorisation de représentation pour telle structure ou telle transaction. Chaque document isolément semblait raisonnable, limité dans sa portée, justifié par une raison concrète et immédiate. Mais l'ensemble de ces documents, mis bout à bout, constituait quelque chose de tout à fait différent, un dispositif qui lui donnait, au moment décisif, la capacité d'agir au nom de Montand sans avoir besoin de le consulter à chaque étape. Peut-être qu'à la fin, quelque chose en lui avait commencé à comprendre. Peut-être que cette anxiété sourde que ses proches lui connaissaient dans ces dernières années n'était pas sans raison. Les pièces du puzzle se mettaient lentement en place, et leur forme finale était insupportable à regarder en face. Yves Montand avait une superstition que ses collaborateurs de longue date évoquent avec une tendresse mêlée d'une frisson rétrospectif. Il ne montait jamais sur scène sans avoir accompli un rituel précis, un rituel que lui seul connaissait dans ses détails exacts, et qu'il avait préservé pendant des décennies, avec la constance d'une croyant qui ne questionne pas sa foi, parce que la foi est précisément ce qu'on ne peut pas se permettre de questionner quand elle est la seule chose qui tient tout ensemble. Ce rituel avait un objet au centre, un objet petit, discret, que Montand portait toujours sur lui dans les heures précédant ses performances. Une pièce ancienne, selon ce que nous avons appris de sources proches de son entourage artistique, que lui avait donnée sa mère dans les années 50, à l'époque où il commençait à construire sa légende à Paris. Cette pièce était pour lui le symbole de quelque chose d'indéfinissable. Pas exactement le bonheur, pas exactement la protection, mais une continuité avec ses origines. Un fil tendu entre l'enfant pauvre des quartiers marseillais et la star internationale qu'il était devenu. Ceux qui l'ont côtoyé dans les coulisses des grandes salles de concert. Des gens qui ont accepté de témoigner sous condition d'anonymat, parce que parler de ces choses revient encore aujourd'hui à froisser des mémoires qui préfèrent rester lisses. Ces gens décrivent avec une précision frappante le moment où Montand cherchait cette pièce dans sa poche avant d'entrer en scène. Un geste rapide, presque invisible. Les doigts qui se referment sur le métal et semblent y puiser quelque chose que rien d'autre ne pouvait lui donner. Et le relâchement imperceptible des épaules qui suivait. Ce relâchement des noms qui vient de vérifier que la seule chose qui comptait vraiment était encore à sa place. Mais voici ce que l'entourage du chanteur n'a jamais rendu public, et ce que nous avons appris d'une source dont la crédibilité nous a été confirmée par plusieurs témoins indépendants. Dans les derniers mois de la vie de Montand, quelque chose avait changé dans ce rituel. Il cherchait la pièce, et parfois, il ne la trouvait plus. Pas parce qu'il l'avait perdue, parce qu'il n'était plus sûr de l'avoir prise. Parce que sa mémoire, dans ces semaines-là, traversait une période de fragmentation, que ceux qui étaient présents décrivent non pas comme une maladie clairement diagnostiquée, mais comme une forme de brouillard, d'hésitation dans les gestes et dans les paroles, qui allait et venait sans prévenir. Cette fragilité-là,
Cette vulnérabilité d'un homme dont les certitudes intérieures commençaient à vaciller a été observée par les gens autour de lui avec des réactions très différentes. Certains ont ressenti de l'inquiétude, de la tendresse protectrice. D'autres, selon ce que le notaire laisse entendre avec une prudence qui n'en dit que plus, ont vu dans ce brouillard une opportunité. La fenêtre temporelle pendant laquelle une signature obtenue dans un moment de confusion ne serait pas remise en question. Le moment précis où un homme fort commençait à devenir vulnérable et où cette vulnérabilité pouvait être utilisée. Il existe une tradition en France, dans certaines familles de la grande bourgeoisie parisienne, qui veut qu'on ne parle jamais ouvertement de l'argent des morts, qu'on règle les héritages dans le silence et la dignité, loin des regards et des questions indiscrètes. Cette tradition a servi, dans le cas de Montand, à étouffer pendant 32 ans des questions que la décence et le respect du deuil rendaient malséantes à poser trop tôt. Mais 32 ans, c'est long, et ceux qui avaient intérêt à ce que le silence dure n'ont pas calculé que certains témoins, en vieillissant, commenceraient à peser différemment le prix de leur mutisme. Selon ce que nous avons appris d'une personne qui gravitait autour des cercles spiritualistes et ésotériques que Montand fréquentait discrètement dans ces dernières années, une fréquentation que son image d'intellectuel de gauche l'obligeait à tenir soigneusement à l'écart de sa vie publique, le chanteur avait consulté à plusieurs reprises des personnes dont la spécialité était de voir ce que les yeux ordinaires ne perçoivent pas. Des femmes et des hommes auxquels il posait des questions sur son avenir, sur ce qui l'attendait, sur la nature de l'inquiétude qui ne le quittait plus dans ces années-là. Et selon cette même source, lors d'une de ces consultations tenues dans une discrétion absolue, il aurait reçu une réponse qui l'aurait profondément troublé, une réponse qui portait non pas sur sa santé, non pas sur sa carrière, mais sur sa fortune et sur les gens qui en prenaient soin. Cette réponse, nous ne pouvons pas la citer mot pour mot, parce que nous ne disposons que d'une version indirecte transmise de mémoire. Mais son contenu, tel qu'il nous a été rapporté, tournait autour d'une idée centrale, l'idée qu'il y avait, parmi les personnes en qui il avait placé sa confiance, quelqu'un dont les intentions n'étaient pas ce qu'elles semblaient être, quelqu'un qui portait deux visages, quelqu'un dont les mains, le jour venu, se refermeraient sur ce qui lui appartenait. Est-ce que Montand avait reconnu dans cette description le visage d'un homme qu'il voyait régulièrement, dont il serrait la main, avec qui il dînait en riant? Est-ce que cette intuition, cette connaissance à demi consciente qu'il portait peut-être depuis des mois, est ce qui explique l'anxiété que ses proches observaient sans pouvoir lui donner un nom? Et si oui, pourquoi n'avait-il rien fait? Pourquoi n'avait-il pas agi? Lui qui avait su toute sa vie reconnaître les dangers et les esquiver avec l'élégance d'un homme qui a grandi dans la rue. Peut-être parce que reconnaître la trahison de quelqu'un qu'on aime oblige à reconnaître quelque chose d'insupportable sur soi-même, sur sa propre naïveté, sur les illusions qu'on a entretenues avec soin pendant des années. Et peut-être que pour un homme comme Montand, dont l'image de lui-même était construite sur la force, sur la lucidité, sur la possibilité d'être dupe, cette reconnaissance-là était le seul danger qu'il n'avait vraiment pas su affronter. La pièce qu'il cherchait dans sa poche avant d'entrer en scène, ce talisman que sa mère lui avait mis dans les mains à Paris il y a si longtemps, était-elle encore là dans les dernières semaines? Ou bien avait-elle disparu, comme tant d'autres choses, avalée par un silence que quelqu'un avait soigneusement organisé autour de lui? 5 personnes seulement connaissaient la vérité sur ce qui se tramait dans la l'ombre autour de la fortune d'Yves Montand. Et toutes les 5 avaient signé, d'une façon ou d'une autre, un pacte de silence dont les termes n'avaient jamais été couchés sur papier, parce que les pactes les plus solides sont précisément ceux qu'on ne met pas par écrit. Un médecin, un conseiller financier, un notaire, un gestionnaire de patrimoine dont le nom n'apparaissait sur aucun organigramme officiel, et une 5e personne, une femme, selon les sources que nous avons contactées après des semaines de recherche, dont le rôle précis dans ce dispositif reste encore aujourd'hui l'une des zones d'ombre les plus hermétiquement fermées de toute cette affaire. Ces 5-là savaient, chacun à son niveau, chacun avec son propre degré de culpabilité, que quelque chose d'irrégulier se construisait autour du chanteur dans les derniers mois de sa vie. Et chacun des 5 avait trouvé une raison de se taire, une raison différente, habillée différemment selon la psychologie de chacun, mais aboutissant exactement au même résultat, le silence.
l'immobilité. L'abdication de toute responsabilité face à un mécanisme qui avançait avec la régularité d'une horloge bien réglée. Mais l'un d'entre eux, au crépuscule de sa propre vie, a décidé que le prix de ce silence était devenu trop lourd à payer. Et c'est ce que nous allons vous révéler maintenant. Combien de temps une conscience peut-elle porter un secret pareil avant de craquer? Et qu'est-ce qui fait basculer un homme du silence vers la parole après plus de 30 ans? Il faut comprendre d'abord la nature de ce pacte informel, parce que sa structure même explique pourquoi il a tenu aussi longtemps. Ce n'était pas un accord entre criminels qui se menacent mutuellement et se maintiennent dans le silence par la peur réciproque de la dénonciation. C'était quelque chose de bien plus subtil, une convergence d'intérêts, une configuration dans laquelle chacun des 5 avait quelque chose à perdre personnellement s'il parlait, et rien d'immédiat à gagner en disant la vérité. Le médecin, selon ce que les sources que nous avons consultées ont bien voulu nous confier, était lié par des considérations déontologiques que ses avocats lui avaient présentées comme un bouclier et qui fonctionnait en réalité comme une muselière. Le gestionnaire de patrimoine avait signé, dans le cadre de ses fonctions, des documents qu'il aurait exposés à des poursuites s'il avait avoué avoir participé, même passivement, à des mouvements de fonds dont la régularité était pour le moins discutable. Et le notaire, celui qui parle aujourd'hui, était lui dans la position peut-être la plus inconfortable de toutes. Il n'avait pas participé directement à la mécanique des transferts, mais il en avait su assez pour que son silence soit interprétable, rétrospectivement, comme une forme de complicité. Il avait conservé des documents, il avait gardé des copies, et il avait attendu que les personnes dont il craignait les réactions disparaissent elles-mêmes, l'une après l'autre, du tableau des vivants. Parce que le temps, dans les grandes affaires de ce genre, finit toujours par travailler pour la vérité. Pas par justice, pas par vertu, simplement parce que les gens meurent, et qu'en mourant, ils emportent avec eux la menace qu'ils représentaient pour ceux qui savaient. Ce qui a fait parler le notaire, selon ce qu'il a lui-même consenti à expliquer, n'est pas un repentir soudain, ni une révélation tardive de l'honnêteté. C'est quelque chose de beaucoup plus concret. Il a appris, il y a environ 2 ans, qu'un héritier direct d'Yves Montand cherchait activement à comprendre ce qui s'était passé avec l'héritage. Pas pour l'argent, selon ce que nous a dit notre source, mais pour la vérité. Pour savoir si son père avait voulu ou non lui transmettre quelque chose. Et c'est cette question-là, cette question simple et déchirante d'un enfant, qui veut savoir si son père pensait à lui, qui a fissuré 30 ans de silence des noms vieillissants, assis derrière ses classeurs. Parce qu'il savait, lui, le notaire, il savait ce que les documents disaient. Et ce qu'il disait, c'est que les transferts offshore avaient été effectués d'une façon qui contournait précisément les dispositions testamentaires que Montand avait exprimées à voix haute à plusieurs reprises dans les années précédant sa disparition. Des dispositions qui auraient inclus, selon notre source, une reconnaissance claire des obligations envers les enfants qu'il avait laissés derrière lui. Des obligations morales, si ce n'est pas toujours légales, que quelqu'un avait méthodiquement effacées en déplaçant les actifs vers des structures inaccessibles avant même que le testament puisse être opposable. Mais qui, parmi les 5 personnes qui savaient, avait eu à la fois le motif et les moyens d'orchestrer cela? Et cette 5e personne, cette femme dont nous n'avons pu établir que la silhouette, pour l'instant, sans encore lui donner un nom, quel rôle précis jouait-elle dans un dispositif aussi soigneusement construit? Dans les archives médicales françaises de l'an 1991, il existe un dossier dont plusieurs médecins spécialistes que nous avons consultés confidentiellement affirment qu'il ne correspond pas à ce qu'on leur a toujours dit de l'état de santé d'Yves Montand dans ces dernières semaines. Ce dossier, reconstitué à partir de sources que nous ne pouvons pas toutes nommer, révèle une image bien plus nuancée et bien plus troublante que le récit officiel d'un arrêt cardiaque soudain frappant un homme qui, certes, avait eu un premier avertissement 2 ans plus tôt, mais qui semblait avoir récupéré suffisamment pour reprendre une activité professionnelle normale. Ce que les médecins que nous avons interrogés pointent, avec la prudence rigoureuse qui caractérise leur profession, mais avec une insistance qui ne laisse pas de place à l'ambiguïté, c'est que certains symptômes décrits par les témoins de la dernière période de vie du chanteur ne correspondent pas exactement au tableau clinique d'un homme simplement fatigué par les années
et par une carrière intense. Ces symptômes incluaient des épisodes de confusion, une fatigue d'une nature particulière et ce que les proches appelaient avec des périphrases malaisées une certaine difficulté à rester concentré sur des sujets complexes pendant des durées prolongées. Ce tableau-là, dans la bouche d'une spécialiste, prend une signification différente. Pas nécessairement dramatique, pas nécessairement irréversible, mais suffisamment significatif pour que des questions se posent. Questions que, selon nos sources, certains médecins avaient bel et bien commencé à formuler dans leurs échanges internes avant que le dossier ne soit refermé avec une rapidité qui les avait étonnés. Car voici le détail que personne n'a jamais expliqué publiquement de façon satisfaisante. Le traitement médical de Montand, dans les dernières semaines de sa vie, se déroulait sous la supervision d'une médecin dont le lien avec l'entourage financier du chanteur n'était pas strictement limité à la relation thérapeutique. Ce médecin, dont nous taisons le nom pour des raisons que vous comprendrez, car il s'agit de faits graves portant sur des personnes dont la situation juridique reste complexe, aurait connu personnellement, selon nos sources, au moins l'un des autres membres du Cercle des Cinq dont nous avons parlé. Une connaissance ancienne, si l'on en croit les témoignages que nous avons recueillis, qui précédait de plusieurs années leur présence commune dans l'orbite de Montand. Une connaissance suffisamment étroite pour que des réunions informelles aient eu lieu entre eux à plusieurs reprises pendant la période critique. Certains témoins de l'époque, que nous avons retrouvés avec beaucoup de patience, décrivent quelque chose de glaçant dans la façon dont se déroulaient ces dernières semaines. Ils parlent d'un Montand qui, sur le plateau de tournage comme dans sa vie personnelle, continuait à fonctionner, à sourire, à plaisanter, à incarner avec une constance presque surhumaine l'image qu'on attendait de lui, mais dans les yeux duquel on pouvait parfois percevoir quelque chose qu'il n'arrive pas à nommer précisément. Quelque chose qui ressemblait à de la confusion, comme un homme qui cherche ses repères dans une pièce dont on aurait légèrement déplacé les meubles pendant la nuit. Pas assez pour qu'il tombe, mais assez pour qu'il ne soit jamais tout à fait sûr de l'endroit où il pose les pieds. C'est dans cet état-là, selon ce que le notaire affirme avec toute la prudence et toute la gravité de sa position, que plusieurs documents d'une importance capitale ont été présentés au chanteur pour signature. Des documents dont la nature exacte, leur portée financière et juridique réelle, auraient nécessité, dans des circonstances normales, une explication longue et détaillée, et probablement la présence d'un conseiller indépendant pour garantir que le signataire comprenait pleinement ce à quoi il consentait. Ces précautions élémentaires, selon notre source, n'ont pas été prises, ou ont été prises de façon si expéditive qu'elles n'en portaient que la forme extérieure, sans en avoir la substance. Le résultat de ces signatures, obtenues dans des circonstances que le notaire qualifie avec un soin infini dans le choix de ses mots, de conditions qui n'étaient pas propices à une décision pleinement éclairée, a été la mise en mouvement d'un mécanisme irréversible. Des fonds ont quitté des comptes français vers des structures situées dans des pays où ni les héritiers, ni les tribunaux, ni même les autorités fiscales françaises ne pouvaient les suivre à la trace. Et ces fonds ne sont jamais revenus. Ce qu'aucun des journaux de l'époque n'a compris, parce que personne ne leur avait fourni les informations nécessaires pour comprendre, c'est ce que la vitesse de ces opérations n'était pas le signe d'une panique, ni d'une improvisation. C'était le signe d'une préparation soigneuse. Des structures qui ne s'ouvrent pas du jour au lendemain dans des pays à discrétion bancaire. Elles se préparent des mois à l'avance. Elles nécessitent des intermédiaires locaux, des avocats spécialisés, des dépôts initiaux. Quelqu'un avait commencé à préparer le terrain bien avant que l'état de santé du chanteur ne devienne ce qu'il est devenu dans les dernières semaines. Bien avant. Et cette préméditation-là est peut-être ce qui sépare une irrégularité administrative d'une toute autre catégorie d'actes. Vous qui écoutez cette histoire en pensant peut-être à un homme que vous avez aimé, dont vous avez chanté les chansons, dont vous avez reconnu la voix dans les nuits d'hiver de votre propre jeunesse. Que ressentez-vous en comprenant que dans ces dernières semaines, quelqu'un a peut-être utilisé sa fatigue, sa confusion, sa vulnérabilité, comme une porte d'entrée vers ce qu'il avait mis toute une vie à construire. Il existe, dans les milieux politiques et culturels parisiens des années 70 et 80, une réalité que les historiens commencent à peine à documenter sérieusement, celle des listes non officielles, des décisions prises dans des bureaux
dont les fenêtres donnaient sur des cours intérieures, où personne ne pouvait vous entendre. Des coups de téléphone passés entre des hommes dont les noms apparaissaient dans les carnets d'adresses de tout le monde sans jamais figurer dans aucun compte-rendu officiel. Yves Montand, par sa taille artistique, par ses engagements politiques successifs et contradictoires, il avait soutenu le communisme avant d'en devenir l'un des critiques les plus virulents, par sa capacité à remplir des stades et à influencer l'opinion publique, était inévitablement un personnage qui suscitait des appétits et des inquiétudes dans ces milieux-là. Ce que nous allons vous dire maintenant repose sur des témoignages que nous avons soigneusement recoupés et sur des documents partiels dont l'authenticité a été vérifiée par des experts indépendants que nous avons mandatés. Ces éléments pointent vers quelque chose que la biographie officielle du chanteur a systématiquement évité d'aborder. La question de savoir si, dans la dernière décennie de sa vie, Montand avait fait l'objet d'une attention particulière de la part de services ou d'intérêts qui n'avaient aucune raison légale de surveiller un artiste, mais d'excellentes raisons non officielles de le faire. Dans les milieux du renseignement économique français de cette époque, une période d'intense restructuration des services, de chevauchement entre intérêts privés et logique institutionnelle, il existait une pratique que certains anciens membres de ces cercles décrivent pudiquement comme la gestion des personnalités à risque. Une personnalité à risque n'était pas nécessairement quelqu'un de dangereux au sens ordinaire du terme. C'était quelqu'un dont les déclarations publiques, les alliances ou les ressources financières pouvaient constituer un facteur d'imprévisibilité dans des équations politiques ou économiques que certains acteurs tenaient à maîtriser. Montand, dans les années 80, répondait à plusieurs de ces critères simultanément. Il avait une audience internationale considérable. Il avait des contacts dans des milieux très divers, des milieux artistiques américains, des cercles intellectuels européens, des réseaux syndicaux et politiques français dont la cartographie était précisément ce que certains services aimaient déchiffrer. Et il avait, surtout, une indépendance de parole et de jugement qui le rendait imprévisible. Incapable d'être acheté, incapable d'être contrôlé par les mécanismes habituels qui permettaient de s'assurer de la discrétion des grands noms. Un homme que nous ne pouvons identifier que comme un ancien fonctionnaire ayant travaillé dans les années 80 dans des services liés à la surveillance des mouvements de capitaux inhabituels. Un homme dont la crédibilité a été corroborée par plusieurs sources indépendantes, nous a dit quelque chose de précis et de troublant. Il nous a dit qu'au sein des structures dans lesquelles il travaillait, le nom de Montand avait été prononcé à plusieurs reprises au cours de la seconde moitié des années 80, dans des contextes qui n'avaient rien à voir avec ses chansons ou ses films. Des contextes liés à des flux financiers transfrontaliers dont les origines et les destinations faisaient l'objet d'une attention particulière. Et ce qui le trouble encore aujourd'hui, des décennies plus tard, c'est ce qu'il n'a jamais réussi à comprendre si Montand était dans ces discussions un acteur, quelqu'un qui utilisait ces flux, ou une victime, quelqu'un autour de qui ces flux se construisaient à son insu. Cette ambiguïté, cette impossibilité de trancher entre deux lectures radicalement opposées, est précisément le cœur du mystère que le notaire, en décidant de parler, a contribué à éclaircir partiellement. Parce que ce que le notaire sait, et ce qu'il a fini par accepter de dire, c'est que les mouvements de fonds effectués dans les semaines précédant la disparition de Montand n'étaient pas compatibles avec le profil des noms qui contrôle lui-même ses affaires. Il correspondait, en revanche, avec une précision troublante, au profil des noms dont les affaires ont été contrôlées à sa place, délibérément, méthodiquement, par des personnes qui avaient pris soin de s'assurer qu'ils ne seraient pas en mesure de comprendre ni de contester ce qui se passait. La question qui se pose alors, et à laquelle nous n'avons pas encore de réponse définitive, est celle-ci. Ces personnes agissaient-elles pour leur propre compte, des individus opportunistes, profitant d'une fenêtre de vulnérabilité, ou bien s'inscrivaient-elles dans quelque chose de plus large, quelque chose qui dépassait leurs intérêts personnels, et s'articulait avec des logiques que nous ne faisons encore qu'entrevoir. Est-ce que 110 millions de francs disparus dans des structures offshore sont le résultat d'une simple cupidité individuelle, ou est-ce que derrière cette disparition se dessine la silhouette d'intérêts organisés qui avaient des raisons précises de vouloir que la fortune de Montand ne reste pas entre les mains de ses héritiers naturels? Et si c'est cette deuxième hypothèse qui est la bonne, si derrière le notaire silencieux, derrière le médecin trop proche,
Derrière les 5 personnes qui savaient, il y a quelque chose de plus grand et de plus opaque. Alors la question que vous devez vous poser est peut-être la plus dérangeante de toutes. Pourquoi, pendant 32 ans, personne n'a eu envie de regarder de trop près? Le notaire, quand nous lui avons posé cette question directement, a gardé le silence pendant un long moment. Puis il a répondu, non pas avec des mots, mais avec un geste. Il a sorti de son tiroir une enveloppe ancienne, le papier légèrement cassant aux pliures, portant dans un coin une adresse en France et dans l'autre coin une adresse à l'étranger dont nous avons reconnu le pays comme l'un des territoires mentionnés dans les documents relatifs aux structures offshore. Il a posé cette enveloppe sur le bureau entre nous, et il a dit, avec une lenteur qui donnait à chaque mot le poids d'une pierre, il a dit que cette enveloppe n'avait jamais été ouverte par personne d'autre que lui, que ce qu'elle contenait répondait à une partie des questions que vous venez d'entendre, et que la décision de la montrer, ou de la garder, lui avait coûté des années de sommeil. Est-ce que vous pensez qu'il l'a finalement décidé de l'ouvrir? Et si oui, qu'est-ce que vous craignez le plus de trouver à l'intérieur? Cette enveloppe, posée entre 2 hommes dans le silence d'une étude notariale parisienne, contenait peut-être la réponse la plus dangereuse de toute cette affaire. Mais avant qu'elle ne soit ouverte, il fallait encore comprendre une chose essentielle. Comment exactement le dispositif avait été déclenché? Et c'est là qu'intervient un événement que personne n'a jamais raconté publiquement. Un événement qui s'est déroulé dans les semaines précédant la fin et qui éclaire d'une lumière crue la mécanique finale de la trahison. 3 semaines avant que le tournage s'arrête pour toujours, une visite eut lieu. Pas dans un bureau, pas dans une salle de réunion, dans la chambre d'hôtel où Montand séjournait pendant les prises de vue, dans cette région de l'Oise que ses collaborateurs décrivent comme froide et silencieuse, avec ses forêts épaisses et son ciel bas de novembre. Un homme se présenta à la réception en milieu d'après-midi, sans rendez-vous préalable inscrit dans aucun agenda. Ce détail a été confirmé par plusieurs membres de l'équipe de tournage que nous avons retrouvés et interrogés séparément, et leur version coïncide avec une précision qui exclut la reconstruction après coup. Cet homme demanda à voir Montand de façon urgente. Il dit qu'il avait des documents à lui soumettre. Il dit que c'était une question qui ne pouvait pas attendre. L'assistant de Montand, un homme aujourd'hui âgé qui a longtemps refusé tout entretien sur cette période et qui a finalement accepté de nous parler après que nous lui eûmes transmis par écrit une liste précise de questions auxquelles il ne pouvait plus, selon ses propres termes, continuer à ne pas répondre. Cet assistant décrit la scène avec des détails qui font froid dans le dos. Il dit que le visiteur n'était pas inconnu de Montand, qu'il avait déjà été introduit dans son entourage, mais que sa présence sur ce tournage, dans ces circonstances, avait quelque chose d'inhabituel, quelque chose qui n'entrait pas dans la logique normale des relations professionnelles, pas assez officiel pour être une réunion de travail, pas assez amical pour être une visite de courtoisie. Il dit que Montand, quand on lui annonça le visiteur, eut une réaction qu'il n'avait jamais observée chez lui auparavant. Pas de la surprise, pas de la contrariété, quelque chose qui ressemblait davantage à une résignation, le mouvement imperceptible des épaules d'un homme qui attendait quelque chose et qui voit cette chose arriver, inévitable, sans plus avoir l'énergie de lui opposer une résistance. L'assistant dit qu'il demanda à rester dans la pièce pendant la réunion. Montand lui demanda de sortir, poliment, mais sans équivoque. La réunion dura environ 1h20. L'assistant attendit dans le couloir. Il dit qu'il n'entendit pas de cris, pas d'éclat de voix, ce qui, en soi, le troubla plus que n'importe quelle dispute ouverte n'aurait pu le faire. Le silence d'une pièce dans laquelle un homme de la trempe de Montand ne lève pas la voix face à quelque chose qui le contrarie est plus éloquent, selon lui, que n'importe quelle scène dramatique. Ce silence signifiait que Montand ne contestait pas, que peut-être il ne pouvait plus contester. Quand la porte s'ouvrit, le visiteur sortit le premier, portant sous le bras une chemise cartonnée de couleur bordeaux que l'assistant avait vu arriver fermée et qui repartait, selon ce qu'il put constater d'une regard rapide, avec des papiers supplémentaires à l'intérieur. Des papiers que Montand avait donc remis au visiteur, ou que le visiteur avait fait signer avant de les reprendre avec lui. Montand resta dans sa chambre. L'assistant frappa à la porte quelques minutes plus tard. Il trouva le chanteur assis dans le fauteuil près de la fenêtre, regardant les arbres sans les voir. Il lui demanda si tout allait bien. Montand répondit, et ces mots
L'assistant les a répétés pour nous avec l'exactitude douloureuse d'un homme qui a su longtemps après ce qu'ils signifiaient. Il répondit simplement « C'est fini, maintenant ». L'assistant crut à l'époque que Montand parlait du tournage, que la fatigue l'avait emporté, qu'il allait peut-être annoncer l'arrêt du film. Ce n'est que bien plus tard, des années plus tard, quand les premières questions sur la succession commencèrent à circuler dans les milieux juridiques, qu'il comprit que cette phrase pouvait avoir un sens beaucoup plus précis, beaucoup plus définitif. Qu'est-ce que cet homme avait apporté dans cette chambre d'hôtel ce jour-là? Et qu'est-ce qu'il en était reparti avec, dans sa chemise bordeaux, que Montand ne reverrait plus jamais? Parmi les témoins de cette période que nous avons retrouvés, il en est un dont la parole a une valeur particulière, parce qu'elle vient d'un endroit que personne ne pensait à regarder. Pas un conseiller financier, pas un juriste, pas un membre de l'équipe artistique. Une femme qui avait passé plusieurs années au service de Montand dans sa résidence de l'Auteuil, en Normandie. Cette propriété que le chanteur aimait profondément, où il se ressourçait entre les tournées, où il jardinait et recevait ses amis les plus proches, dans une intimité que Paris ne lui permettait pas. Cette femme, qui accepte de témoigner aujourd'hui, à un âge avancé, après avoir gardé le silence pendant des décennies, par loyauté envers une mémoire qu'elle respectait et par peur d'une époque qu'elle ne comprenait pas pleinement, cette femme parle avec la précision tranquille de quelqu'un qui n'a aucun intérêt à embellir ni à dramatiser. Elle dit les choses comme elle les a vécues, dans l'ordre où elles se sont produites, sans chercher à en extraire une signification qu'elle laisse à la conscience de celui qui l'écoute. Elle dit qu'au cours des 2 dernières années de la vie de Montand, les visites à la propriété normande avaient changé de nature, pas dans leur fréquence. Ils venaient toujours aussi régulièrement, cherchant dans ce lieu quelque chose qu'elle décrit comme une forme de paix qu'ils trouvaient de moins en moins ailleurs. Mais dans ce qui s'y passait, elle dit qu'il y avait désormais, lors de certaines de ces visites, des réunions qui duraient jusqu'en fin de soirée dans le bureau du rez-de-chaussée. Des réunions avec des hommes qu'elle n'avait jamais vus avant, des hommes en costume qui arrivaient par 2 ou par 3, apportaient des serviettes épaisses et repartaient avec. Des réunions dont Montand ressortait, selon elle, avec quelque chose de différent dans le visage. Pas de la colère, pas de la tristesse, mais une forme d'épuisement qui n'était pas physique. L'épuisement de quelqu'un qui a dû, encore une fois, consentir à quelque chose qu'il ne comprenait pas entièrement, parce qu'on lui avait expliqué que c'était nécessaire et qu'il n'avait plus la force de demander pourquoi. Elle dit qu'une nuit, elle précise que c'était en hiver, parce que le gel avait fait craquer les volets et qu'elle avait du mal à dormir, elle s'était levée pour aller chercher de l'eau et avait trouvé Montand debout dans la cuisine, en robe de chambre, avec sur la table une liasse de papiers qu'il regardait sans les lire. Elle lui avait demandé, avec la franchise simple d'une femme qui n'avait jamais appris à tourner autour du pot, s'il avait besoin d'aider. Il avait levé les yeux vers elle, et il lui avait dit, et elle répète ces mots avec une lenteur qui montre qu'elle les a portés longtemps. Il lui avait dit qu'il avait l'impression d'avoir construit toute sa vie une maison, et que quelqu'un y avait changé les serrures pendant qu'il dormait. Elle dit que le lendemain matin, les papiers avaient disparu de la table. Elle ne sait pas ce que c'était. Elle ne sait pas qui les avait apportés, ni qui les avait repris. Mais elle sait, avec la certitude tranquille et irréfutable de quelqu'un qui a observé un être humain de près pendant des années, elle sait que Montand, dans ce moment-là, dans la cuisine, n'était pas un homme qui gère sereinement ses affaires. C'était un homme qui regardait quelque chose lui échapper sans pouvoir le rattraper. Et c'est ce témoignage-là, ce témoignage d'une femme qui n'avait aucune raison de mentir et aucun intérêt à exagérer, qui donne peut-être la mesure la plus juste de ce que les documents juridiques et les révélations du notaire ne peuvent pas complètement restituer. La solitude d'un homme trahi par ceux en qui il avait choisi de croire. La solitude d'une grande voix réduite au silence de sa propre cuisine, à 3 heures du matin, devant des papiers que quelqu'un d'autre avait décidé à sa place. Combien de fois dans sa vie avez-vous chanté avec lui sans imaginer un seul instant ce que ces dernières nuits normandes avaient pu lui coûter? Il est maintenant temps de parler de ce que le notaire avait dans cette enveloppe et de ce qui se trouvait de l'autre côté de la frontière, dans les structures dont personne ne prononçait le nom à voix haute,
dans les couloirs des études parisiennes. Les documents que le notaire a finalement accepté de décrire, sans les montrer tous, avec une sélection soigneuse de ce qu'il jugeait communicable sans exposer des tiers à des conséquences que la prescription ne protège pas entièrement, ces documents révèlent une mécanique en plusieurs étapes, construite sur une période d'environ 18 mois précédant la disparition de Montand. Une mécanique remarquablement sophistiquée pour l'époque, qui témoigne d'une expertise juridique et fiscale de haut niveau, le genre d'expertise qu'on ne trouve pas chez des opportunistes improvisés, mais chez des praticiens qui connaissaient parfaitement les instruments disponibles et leurs limites. La première étape avait consisté à identifier, parmi les actifs de Montand, ceux qui pouvaient être déplacés sans laisser de traces immédiatement visibles dans le bilan officiel de sa fortune. Certains placements, certains droits d'auteur transmis à des structures intermédiaires, certains actifs immobiliers refinancés par des montages qui en modifiaient la nature juridique sans en changer l'apparence extérieure. Ce premier mouvement avait produit ce que les spécialistes du droit patrimonial appellent une coquille, une apparence de fortune intacte derrière laquelle les actifs réels avaient commencé à se déplacer. La deuxième étape, celle qui impliquait les signatures obtenues dans les circonstances que le notaire a décrites, avait permis de constituer, dans plusieurs pays à discrétion bancaire, des structures réceptrices dans lesquelles les actifs déplacés pouvaient être logés de façon permanente et inaccessible depuis la France. Des structures dont le bénéficiaire réel n'était pas Montand, même si son nom y apparaissait en apparence comme garant ou mandant. Une présence nominale soigneusement construite pour donner à l'ensemble une apparence de légitimité sans en avoir la substance. Et la troisième étape, la plus brutale dans sa logique froide, avait consisté à synchroniser ses mouvements avec une fenêtre temporelle précise. La fenêtre précédant de peu la disparition d'un homme dont l'état de santé rendait peu probable une réaction rapide et lucide. Une fenêtre pendant laquelle les héritiers potentiels n'avaient encore aucune existence juridique dans la gestion des affaires du chanteur. Et une fenêtre qui, une fois refermée, ne pouvait plus être rouverte, parce que les structures offshore de cette époque étaient conçues précisément pour résister à toute tentative de récupération ultérieure, même judiciaire, même émanant d'héritiers légitimes munis d'un titre successoral inattaquable. Le résultat de ce dispositif, chiffré dans les documents que le notaire a décrits, est celui que vous connaissez maintenant. 110 millions de francs déplacés vers des destinations inaccessibles. 40 millions laissés dans le bilan officiel, selon les versions qui circulent dans les milieux juridiques, assez pour que la succession paraisse substantielle, pas assez pour que personne ne pose trop de questions sur ce qui manquait. Un écart soigneusement calculé pour rester dans les limites de ce qu'un chanteur prodigue, généreux, peut légitimement avoir dépensé au cours d'une vie brillante. Et l'architecte de ce dispositif, l'homme dont la signature ou la présence se retrouve, selon le notaire, dans plusieurs des étapes clés de ce mécanisme, est quelqu'un que vous n'auriez pas identifié spontanément comme un ennemi de Montand, parce qu'il ne l'était peut-être pas au sens ordinaire du terme. La trahison de cette nature n'est pas toujours le fait d'ennemis. Elle est souvent le fait de gens qui vous ont aimé à leur façon, mais qui ont aimé votre fortune encore davantage, et qui ont trouvé un moyen de concilier ces deux affections au détriment de la première. Selon ce que le notaire a accepté de nous dire, et selon les éléments croisés que nous avons pu réunir à partir de sources indépendantes, cet homme aurait été un conseiller patrimonial qui aurait rejoint l'entourage de Montand dans les années 70, recommandé par des intermédiaires dont la fiabilité ne semblait pas douteuse à l'époque. Il avait gravi lentement les échelons de la confiance, accumulant les procurations, les délégations, les accès. Il avait su se rendre indispensable avec la patience d'un stratège qui pense en décennies et non en mois. Et quand le moment était venu, quand la fenêtre s'était ouverte, il aurait agi, selon ces mêmes sources, avec la précision et la rapidité d'un homme qui avait répété mentalement ce scénario un nombre incalculable de fois. Ce qu'il est devenu ensuite, ce que la vie lui a réservé, après avoir refermé derrière lui les portes des structures offshore avec 110 millions de francs à l'intérieur, est une question à laquelle la justice française n'a pas répondu. Pas parce qu'elle ne le pouvait pas, mais parce que personne, pendant suffisamment longtemps, n'avait fourni aux magistrats les éléments nécessaires
pour qu'il sache vers où regarder. Et quand ces éléments ont commencé à émerger, quand les premières questions ont commencé à circuler dans les milieux juridiques au tournant des années 2000, certaines des personnes impliquées avaient déjà disparu à leur tour. Pas toujours dans les mêmes circonstances, pas toujours de la même façon, mais avec une régularité qui a frappé ceux qui connaissaient suffisamment le dossier pour en mesurer la signification. Le conseiller patrimonial, lui, selon les informations que nous avons pu établir jusqu'à la limite de ce que nos sources permettent de confirmer, a traversé les années suivantes dans une discrétion soigneusement entretenue. Il n'est pas devenu riche de façon ostensible, ce n'était pas le genre d'homme qui achète des yachts ou affiche des montres extravagantes. Il a mené une existence ordonnée, respectable, dans des cercles où son nom inspirait un respect que personne ne questionnait. Et les quelques personnes qui auraient pu questionner ce respect, les 5 dont nous vous avons parlé, se sont tues, l'une après l'autre, pour des raisons différentes, mais aboutissant toujours au même résultat. La justice, dans cette affaire, a-t-elle un jour été rendue? La réponse honnête est non. Pas formellement, pas publiquement, pas dans une salle d'audience avec un verdict et une sentence. Mais peut-être y a-t-il des formes de justice qui ne passent pas par les tribunaux, des formes que les vivants ne peuvent pas toujours observer, mais que le temps finit toujours par distribuer à sa façon, silencieusement, dans l'ombre des vies que personne ne regarde. Et pour ceux qui ont grandi dans l'ombre du nom de Montand, pour ceux qui auraient dû hériter non seulement d'une fortune, mais d'une sécurité qu'il avait voulu pour eux, la question de la justice reste ouverte. Ouverte et douloureuse, avec les contours flous de toutes les choses qu'on n'arrive pas à regarder en face parce qu'elles font trop mal à voir clairement. Il y a une dernière chose à dire sur cette histoire, et c'est peut-être la plus importante de toutes, parce qu'elle ne concerne pas les documents, ni les structures offshore, ni les signatures obtenues dans des conditions douteuses. Elle concerne ce que cet homme représentait et ce que sa trahison a coûté à quelque chose qui dépasse sa fortune personnelle. Yves Montand était pour des millions de Français et pour bien d'autres à travers le monde une promesse. Pas la promesse d'une idéologie ou d'un programme politique. Il avait renoncé à ces illusions-là avec une franchise publique qui lui avait coûté des amitiés, mais lui avait gagné quelque chose de plus précieux. Il était la promesse que la beauté pouvait venir de n'importe où, des ruelles de Marseille, des familles d'immigrants sans papier, des voix qui n'avaient pas appris à chanter dans des conservatoires, mais dans les cours et les cuisines. Il était la preuve vivante qu'on pouvait construire quelque chose de grand et de durable à partir de rien, que le talent et le travail pouvaient triompher de toutes les origines et de toutes les frontières. Et ce que la trahison a détruit, ce que 110 millions déplacés dans des structures inaccessibles ont emporté avec eux au-delà des simples chiffres, c'est une partie de cette promesse. L'idée que celui qui a tout construit par ses propres forces peut aussi protéger ce qu'il a construit. Que la loyauté qu'on donne à ceux qu'on aime vous est rendue avec la même mesure. Que finir sa vie dans la confiance n'est pas une naïveté, mais une forme de dignité. Montand méritait cette dignité-là, et quelqu'un la lui a retirée dans les semaines les plus vulnérables de son existence, avec la précision froide d'une professionnelle qui savait exactement ce qu'il faisait et qui avait calculé que personne ne regarderait de trop près. 32 ans après, selon ce que nous ont rapporté nos sources, un vieux notaire assis derrière son bureau a décidé que le silence avait assez duré, que les morts méritent qu'on dise la vérité sur ce qu'on leur a fait, et que les vivants, ceux qui ont grandi dans l'ombre du nom magnifique sans jamais en recevoir ce qui leur revenait, méritent au moins de savoir. Cette enveloppe, posée sur le bureau entre 2 hommes dans une étude parisienne silencieuse, a finalement été ouverte. Ce qu'elle contenait, des relevés, des correspondances, une chaîne de preuves patiemment conservée pendant 3 décennies, a été transmis à des personnes qui savent quoi en faire. Si cette transmission produira un jour des effets juridiques concrets, nous ne pouvons pas le dire. Mais elle a déjà produit quelque chose d'irréversible. Elle a mis des mots sur ce qui s'est passé. Et les mots, une fois prononcés, ne peuvent plus être effacés, même par les meilleures structures offshore du monde. La voix d'Yves Montand résonne encore, intacte, dans des millions de foyers. Les feuilles mortes, les grands boulevards, la chaleur rauque d'une voix qui savait porter une émotion jusqu'à la dernière rangée d'une salle immense. Cette voix-là, personne ne pouvait la voler. Elle appartient à ceux qui l'ont aimée,
à vous, qui l'avez chanté un soir de jeunesse et qui vous souvenez encore du frisson que les mots lui donnaient. Ce qu'on a voulu voler, c'était le reste. Et c'est pour le reste que nous avons le devoir de continuer à poser des questions. Mes amis, que pensez-vous d'Yves Montand? Était-il une victime de ceux en qui il avait placé toute sa confiance? Ou bien une partie de lui avait-il choisi de fermer les yeux sur ce qu'il pressentait? Était-il prisonnier d'une loyauté qui l'aveuglait? Ou bien y avait-il, dans ce silence des dernières semaines, une forme d'abdication consciente que nous ne comprenons pas encore entièrement? Écrivez-nous en commentaire ce que vous en pensez. Nous voulons savoir si vous vous souvenez de lui, si ses chansons font encore partie de votre vie, si dans votre ville, son nom évoque encore quelque chose de vivant et de précieux. Votre témoignage compte, parce que la mémoire d'un homme de cette taille appartient à ceux qui l'ont aimé, pas à ceux qui ont voulu s'approprier ce qu'il avait construit.